Très bien. Très bien, bien le bonjour à toutes et tous, mes chers collègues. Veuillez vous installer. Je salue notre rapporteur Sylvain Maillard. Bienvenue dans cette belle commission que vous connaissez bien, monsieur le député, pour y avoir siégé longuement lors du précédent quinquennat. Et de temps en temps, vous nous faites quelques visites éclairs. C'est vrai. Nous examinons donc ce matin la proposition de loi visant à faciliter la mobilité internationale des alternants pour un Erasmus de l'apprentissage. L'apprentissage, excellente voie de formation. Vous allez me dire encore une fois que je ne suis pas objective, mais si. Et donc qui est inscrite à l'ordre du jour de la séance publique de mardi prochain. Donc je passe immédiatement la parole à notre rapporteur, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, ravi de revenir régulièrement d'ailleurs dans votre commission. Merci de m'accueillir et j'ai toujours plaisir à être ici après 5 ans passés à vos côtés. Je voudrais donc aujourd'hui vous présenter une proposition de loi qui est le fruit d'une réflexion de plusieurs mois réclamée par les acteurs du secteur, empreinte de pragmatisme. La proposition de loi que je porte au nom du groupe Renaissance est une pierre supplémentaire à l'édifice construit depuis plus de 5 ans pour que le vœu que nous avions exaucé, qu'a exaucé le président de la République en début 2017, la moitié d'une classe d'âge doit avoir passé avant ses 25 ans au moins 6 mois dans un autre pays européen. Depuis 2017, notre majorité présidentielle a fait de la recherche du plein emploi l'un des objectifs prioritaires de son action. Et nous sommes tous conscients, chers collègues, que la formation reste et restera le meilleur bouclier contre le chômage de masse des publics les plus éloignés de l'emploi, comme le sont les jeunes. Une ambition que nous réaffirmons sans cesse et encore une fois renouvelée aujourd'hui avec ce texte. Comme l'estime l'Agence européenne de promotion de l'alternance, il existe un large consensus en Europe sur le fait que l'apprentissage peut être un moyen efficace pour aider les jeunes à effectuer une transition plus harmonieuse entre l'école et l'emploi et remédier au déséquilibre du marché du travail. Outre une meilleure employabilité de nos jeunes, avoir une expérience à l'étranger comme un stage en entreprise, une formation a bien d'autres bénéfices pour les apprenants et les étudiants. Selon l'Observatoire de Erasmus+, publié en décembre 2022, vivre cette expérience hors du commun permet d'améliorer évidemment son niveau de langue, de développer ses compétences, son réseau à l'international, mais également ses capacités d'adaptation et d'autonomie en s'ouvrant à d'autres cultures. Le 13 mars dernier, avec ma collègue Fanta Berete, nous avons échangé sur le campus d'Orly avec des élèves et leurs professeurs en bac pro maintenance de véhicules. Ces élèves nous ont parlé de leur expérience inoubliable et très formatrice chez nos homologues italiens. Au fil de l'eau, ils nous ont raconté le récit de leur voyage qui les a transcendés. Leurs yeux brillaient et ils nous ont fait part de techniques de réparation de véhicules, d'enseignements différents en Italie par rapport à la France. À l'issue de nos échanges, ils nous ont confié qu'ils étaient impatients de renouveler cette expérience sur une période plus longue. Et je dois rajouter que c'était la même chose pour leurs enseignants qui réfléchissaient même à faire évoluer les techniques d'apprentissage. En 2018, la mobilité internationale des apprentis, y compris à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, apparaissait très peu développée puisque seulement 25 000 apprentis avaient bénéficié d'une expérience professionnelle hors de France, expérience qui oscillait entre 2 et 3 semaines, contre plus de 600 000 étudiants français qui avaient pu se rendre à l'étranger depuis la création du programme Erasmus. Le rapport de Jean Arthuis, remis à Muriel Pénicaud en 2018 pour lever les freins à la mobilité des apprentis en Europe, pointait d'ailleurs cette discrimination dont sont victimes les apprentis par rapport aux étudiants. Le programme Leonardo da Vinci, auquel a succédé Erasmus+, en 2014, a permis de remédier partiellement à ce frein à la mobilité européenne pour les jeunes en formation professionnelle. Dans un rapport publié en novembre 2017, l'Inspection générale des affaires sociales dénonçait déjà l'existence de freins importants au développement de la mobilité, qui tenaient pour l'essentiel aux obligations de l'entreprise française tenue de rémunérer l'apprenti et de payer les cotisations pendant la période de mobilité à l'étranger, au calendrier pédagogique des CFA, aux difficultés de la certification des compétences et à la complexité des procédures administratives de mobilisation des crédits d'Erasmus+.
Dans un autre rapport sur le développement de la mobilité européenne des apprentis, publié en décembre 2022, l'IGAS fait 21 recommandations visant à augmenter significativement les volumes des apprentis qui partent en mobilité européenne. Par les mesures qu'elle inclut, la présente proposition de loi s'inscrit dans l'esprit de ce rapport. Ainsi, même si la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, que nous avions largement travaillé dans cette commission, a permis de poser un nouveau cadre juridique pour la mobilité des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation en créant 2 types de mobilité. En fonction notamment de la durée de la période à l'étranger, la loi ne laisse pas la possibilité de maintenir la rémunération du jeune en cas de mobilité de plus de 4 semaines. Cela contrevient aux souhaits de certaines entreprises qui peuvent mettre en difficulté l'apprenti lorsqu'il ne perçoit aucune rémunération dans le pays d'accueil. Il est donc important de rendre optionnelle la mise en veille de certaines clauses du contrat d'apprentissage. En effet, la disposition légale qui oblige à mettre en veille certaines clauses des contrats d'apprentissage et de professionnalisation pour les mobilités de plus de 4 semaines est de nature à freiner, voire empêcher, la mobilité internationale de certains apprentis dont les maîtres d'apprentissage entendent maintenir l'indemnisation, notamment dans l'enseignement supérieur. Par ailleurs, cette mise en veille obligatoire du contrat de travail dissuade les jeunes qui perdent de fait leur salaire sans que les sommes qu'ils peuvent percevoir des opérateurs de compétences, variables d'ailleurs d'un opérateur à l'autre, n'assurent une compensation suffisante. Certaines entreprises elles-mêmes ne sont pas demandeuses de la mise en veille du contrat de travail, car en embauchant l'apprenti, elles ont intégré qu'une partie de son temps en centre de formation d'apprentis s'effectuerait à l'étranger. Il s'agit par conséquent d'autoriser le statut de mise à disposition de l'alternant pour tout type de mobilité dès lors que le maître d'apprentissage et apprenti en conviennent. La mise en veille resterait une autre solution praticable au choix des parties prenantes. Tel est l'objet de l'article 1 de cette proposition de loi. Il permet de répondre aux souhaits des entreprises et des centres de formation pour apprentis. Le vote de ce dispositif substitue l'option à l'obligation. L'article 2 facilite la conclusion de conventions pour les alternants effectuant une mobilité internationale dans un organisme de formation en supprimant l'obligation d'une convention individuelle de mobilisation lorsqu'un partenariat existe déjà. L'article 3 prévoit d'organiser une convergence des prises en charge financières par les opérateurs de compétences et de rendre la compensation des coûts liés aux cotisations sociales obligatoire. Chers collègues, dans ce contexte où le marché du travail est de plus en plus mondialisé, la mobilité des alternants à l'étranger constitue un véritable levier pour favoriser l'insertion dans l'emploi de nos jeunes. Malgré le contexte sanitaire peu propice à la mobilité des apprenants de manière générale, les chiffres publiés par l'Observatoire Erasmus+ pour la période précédant la crise sanitaire sont encourageants, puisqu'ils témoignent d'une progression significative de la mobilité depuis la réforme de 2018. En effet, 6 870 alternants ont effectué une mobilité en 2018-2019, soit une progression de 30% par rapport à la période de l'année scolaire précédente. Aussi, nous devons maintenant accélérer cette dynamique. L'année 2022 a permis à notre politique liée à l'apprentissage de franchir un nouveau cap. Avec 837 000 nouveaux contrats signés, c'est un record historique. Nous devons continuer à soutenir, à accompagner et à réguler la formation des parties prenantes de l'apprentissage. Soutenir en pérennisant l'aide de 6 000 € à l'embauche des alternants pour tous jusqu'en 2027, comme l'a annoncé le Président de la République. Accompagner en développant le nombre d'apprentis et ainsi atteindre 1 million d'apprentis par an d'ici la fin du quinquennat. Réguler grâce à la certification de France Compétences pour améliorer la qualité des formations, mieux connecter l'offre et la demande. Ainsi, ce texte consensuel s'inscrit dans la continuité des politiques conduites en matière de formation et d'apprentissage et donne aujourd'hui une dimension européenne et internationale. Chers collègues, vous en conviendrez, chaque jeune devrait avoir une expérience européenne. Car devenir un citoyen européen ne se décrète pas. Cette relation doit se construire et se nourrir au travers de multiples rencontres au-delà des frontières de notre beau pays qu'est la France. Les étudiants et les apprentis ont tant à apprendre de nos homologues européens et réciproquement, car nous parlons bien d'échanges d'alternants.
Pour conclure, au nom de notre groupe Renaissance, je tiens à saluer Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie, sénateur et député européen, président d'Europe Mobilité, qui a toujours su défendre avec force et conviction la cause de la mobilité des apprentis depuis tant d'années. Je souhaite également remercier nos administrateurs de l'Assemblée nationale pour le travail d'amendement et pour les auditions menées. Celles-ci sont en effet indispensables pour mieux anticiper et comprendre les enjeux liés à la mobilité internationale des apprentis. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le rapporteur. Nous allons passer aux orateurs de groupe. Et je passe tout de suite la parole à Fanta Berete pour le groupe Renaissance. Je vous donne le micro. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi présentée par notre collègue Sylvain Maillard a un objectif principal: faciliter la mobilité des apprentis à l'étranger. Par mobilité, on entend faire partir des jeunes, mais aussi accueillir des apprentis sur notre territoire. Car en effet, si le programme Erasmus est un succès, avec près de 600 000 étudiants qui partent à l'étranger chaque année, parmi eux, on ne comptait que 25 000 apprentis en moyenne. Si les lois du 29 mars et celles du 5 septembre 2018 ont permis de relever ce nombre, il reste encore timide, dû à un certain nombre de freins identifiés. La mobilité pour un apprenti, c'est pourtant l'assurance de valoriser son CV par la connaissance d'une langue, mais aussi par le développement de soft skills tels que l'ouverture à la nouveauté ou encore l'adaptabilité. C'est donc aussi l'assurance d'augmenter son employabilité. Et vous le savez, l'insertion des jeunes est une des priorités du gouvernement. Le texte prévoit des mesures fortes attendues par les employeurs, les CFA ou les associations comme EuroApp Mobility. Des mesures qui ont aussi été préconisées par le rapport de l'IGAS de décembre 2022. Cette PPL propose donc, par exemple, une alternative à la mise en veille du contrat, qui était l'unique option offerte aux entreprises jusqu'alors pour les mobilités de plus de 4 semaines. Les responsabilités de l'entreprise étaient alors levées, ainsi que la rémunération, tout comme la couverture sociale. La mise à disposition permettra dorénavant aux employeurs qui le souhaitent de jouer pleinement leur rôle et de faire de l'apprentissage un des leviers de leur politique RH. Quelle que soit l'option choisie, la PPL sécurise également la protection sociale de l'apprenti qui n'aura pas à débourser 1 euro pour disposer d'une couverture minimale. Je vous propose donc, chers collègues, de soutenir ce texte. Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Victor Catto pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est l'occasion d'évoquer le sujet important que celui des programmes de mobilité pour nos alternants. En effet, les programmes de mobilité des alternants offrent une solution concrète pour renforcer la compétitivité de la France sur le marché international. Ces programmes permettent aux étudiants de travailler et d'apprendre dans des environnements de cultures variées, de développer leurs compétences linguistiques et professionnelles, ainsi que de bâtir un réseau de contacts internationaux qui leur seront utiles tout au long de leur carrière. S'il semble évident que notre projet politique n'est clairement pas en accord vis-à-vis de ceux à l'origine du présent texte de loi, il reste que la mondialisation et la concurrence internationale sont malheureusement des réalités auxquelles nous devons faire face. Notre pays se doit de rester compétitif pour prospérer et pour assurer la sécurité de l'emploi pour les travailleurs français. Cette proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à faciliter ces programmes en éliminant les obstacles administratifs, en fournissant un soutien financier et logistique aux étudiants et aux entreprises. Nous avons donc espoir que celle-ci puisse assurer que ces programmes soient accessibles à tous les étudiants français, indépendamment de leurs origines sociales ou géographiques. En ce sens, nous avons veillé à ce que les programmes de mobilité des alternants soient conçus de la manière à protéger les intérêts de notre pays et de ses travailleurs. Nous devons en effet nous assurer que les étudiants qui participent à ces programmes ne soient pas utilisés comme une main-d'œuvre bon marché pour les entreprises étrangères. Nous devons également garantir que les entreprises françaises aient un accès à des programmes similaires à l'étranger afin de renforcer la réciprocité et la protection de l'emploi en France, tout en faisant rayonner simultanément la francophonie. C'est pourquoi, au regard de ces éléments, nous ne pouvons nous opposer à cette proposition de loi relevant d'un certain bon sens. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi. Merci bien. Monsieur Jérôme Legavre pour la France Insoumise NUPES. Oui, merci Madame la Présidente. La proposition de loi que nous examinons se fixe pour objectif, ce qui est certes louable, de simplifier l'accès à la mobilité des alternants et apprentis et de sécuriser cette mobilité.
Mais cette PPL est en réalité un prolongement de la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de Muriel Pénicaud. Pour résumer, depuis 2019, la loi permet aux entreprises d'ouvrir leur propre centre de formation et d'alternance privée et met donc en cause la voie professionnelle sous statut scolaire. Le nombre de CFA a triplé pour atteindre les 3000. Les universités et lycées professionnels publics sont fragilisés par cette concurrence. Les élèves bacheliers et étudiants qui n'ont pas pu accéder à la filière de leur choix à cause de Parcoursup et à présent Mon Master sont orientés directement ou indirectement vers des contrats d'apprentissage dont le nombre a explosé dans le supérieur. Tout confondu, ils sont passés de 500 000 en 2019 à près d'1 million fin 2022. Pour chaque contrat d'apprentissage signé, des milliers d'euros sont versés à l'entreprise pour financer la formation et une partie de la rémunération de l'apprenti. En 3 ans, et cela a été dénoncé par la Cour des comptes, 35 milliards d'euros d'aides et de subventions ont été versés au titre de l'apprentissage. Muriel Pénicaud l'a d'ailleurs très bien compris en intégrant le conseil d'administration de Galileo Global Education, devenu le leader mondial de l'enseignement supérieur privé, implanté dans 18 pays. Un obstacle cependant pour continuer de percevoir les financements, le contrat est mis en veille au-delà de 4 semaines de mobilité à l'étranger. Sous couvert de sécurisation, il s'agit en réalité d'ouvrir et d'élargir le marché toujours plus juteux de la formation privée. Nous proposons à notre place une garantie d'autonomie jeune en formation de 18 à 25 ans et dès 16 ans pour ceux en formation professionnelle et le rétablissement d'un véritable service public de la formation continue indispensable pour garantir l'égalité financière et c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cette proposition de loi. Très bien. Monsieur Stéphane Viry pour Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, le groupe Les Républicains devrait voter cette proposition de loi parce qu'il nous paraît effectivement nécessaire de promouvoir et de faciliter la mobilité européenne des apprentis, car effectivement, à ce jour, ça reste une exception. Erasmus ne doit pas être le privilège des étudiants. Erasmus ne doit pas être réservé à l'enseignement supérieur. Et deuxième observation, les mobilités restent pour le moment trop courtes. Donc tout ce qui peut être fait pour encourager, pour agir pour la mobilité internationale des alternants doit être encouragé parce que c'est bénéfique à l'évidence pour les alternants, c'est bénéfique pour les entreprises et c'est bénéfique pour les économies nationales puisque les apprenants comprennent les marchés des autres pays et par la suite, à mon avis, peuvent stimuler l'ensemble du dispositif. Il n'en demeure pas moins que la situation actuelle est insuffisante, elle est compliquée et que mettre en place une mobilité internationale dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et selon les niveaux du diplôme à préparer reste compliqué. D'une part, à défaut d'autonomie d'un grand nombre des apprenants qu'il conviendrait de mieux accompagner. D'autre part, à problème linguistique pour un certain nombre d'apprenants par rapport à la maîtrise de la langue. Se pose également la question de l'insuffisance des bourses qui peuvent effectivement parfois être un frein financier à ces départs internationaux. Et à cela s'ajoutent des financements OPCO qui sont parfois trop illisibles ou inégalitaires selon les OPCO. Cela pose un certain nombre de difficultés qu'il conviendrait de résoudre. Et en l'état, votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, mérite d'être enrichie parce que, me semble-t-il, elle est trop faible sur ce point-là. Donc c'est la raison pour laquelle notre vote est favorable, mais il conviendra, dans le cadre de nos débats, notamment en séance, me semble-t-il, muscler votre proposition et également regarder qu'en est-il de la positionnement et des obligations des entreprises françaises par rapport à ce sujet-là, par rapport aux conventions. Là aussi, me semble-t-il, des choses restent à simplifier, notamment sur la protection sociale des apprenants dans le cadre d'une mobilité internationale. Merci bien. Monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate, Modem et indépendant. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je crois que c'est un beau texte. En tout cas, le groupe démocrate va vous soutenir pour une raison, Monsieur le rapporteur. La première, et vous l'avez bien rappelé dans votre propos, vous avez cité Jean Arthuis, qui a été un militant infatigable de l'Europe, mais pas simplement de l'Europe. L'Europe de cette jeunesse, des peuples, de ceux qui comprennent qu'on peut être plus fort ensemble, sans pour autant perdre son identité, mais en permettant justement à des jeunes de découvrir ces autres pays qui nous environnent et ces autres pays dans lesquels il y a des choses aussi merveilleuses à faire. La seconde chose, ce texte rappelle cette loi importante, ambitieuse, qui a été en 2018 votée. Vous savez, moi j'ai assisté à cette salle au fait qu'il y ait toujours 300 000 apprentis, on n'allait pas plus loin. On est passé à 800 000, on va à l'objectif d'1 million.
Mais l'alternance est un merveilleux métier. C'est une possibilité extraordinaire de celles et ceux qui ne sont pas tout à fait adaptés pour une formation entre guillemets livresque ou théorique toute la journée et qui ensuite voient cette ouverture qui leur est proposée. Et le fait qu'on supprime un certain nombre de freins, qu'on donne de nouveaux moyens, qu'on améliore des couvertures, quelles qu'elles soient, que ce soit de maladie ou que ce soit pour les entrepreneurs, parce que vous l'avez très bien dit, c'est une chance pour l'entreprise, c'est une chance pour le jeune d'avoir cette possibilité qui est ouverte. C'est une sorte de nouveau passeport pour la vie. Et ce passeport pour la vie, il faut le saisir à bras-le-corps. Alors j'imagine que dans le cas d'une intelligence collective, parce que sur des sujets comme ça, alors il peut toujours y avoir ceux qui boudent en nous disant que ça va pas assez loin, que c'est pas assez bien, que c'est jamais assez bon. Vous savez, c'est comme le gâteau sucré, quoi. Il manque toujours un peu de sucre. Mais simplement, enfin, pardonnez-moi, lorsqu'on a cette telle opportunité qui se propose pour la jeunesse, essayons collectivement ensemble de faire ce sursaut d'intelligence collective pour atterrir à un beau projet. Et voyez, peut-être qu'on fera un peu rêver notre jeunesse et on ne lui donnera pas que des images qui ne sont pas celles auxquelles on assiste tous les jours. Merci. Merci bien. Monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. 155, oui, c'est le nombre moyen d'alternants qui partent chaque année plus d'un mois en Erasmus depuis 6 ans. Cumulés, ils ont donc été 933 à l'avoir fait. La proportion d'alternants ayant eu accès au dispositif était trop minime et il est de bon augure de chercher à y remédier. Au total, c'est 7000 alternants en mobilité, vous le rappelez dans votre rapport, monsieur le rapporteur, sur la centaine de milliers de mobilités financées par l'Agence française. Et nous pouvons donc logiquement faire mieux. Faire mieux également sur la durée des séjours, bien courte pour les alternants par rapport à l'enseignement supérieur. Nous l'avons toutes et tous souligné, les apports du programme Erasmus sont indéniablement positifs pour leurs bénéficiaires. Ils contribuent à la construction d'une identité européenne. Faire, comme disait François Mitterrand, que les jeunes d'Europe se connaissent davantage, la période des études ou de la formation est la plus propice aux échanges. Il était frappé, disait-il, que voilà, les jeunes préfèrent partir à l'époque aux États-Unis d'Amérique plutôt que dans d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, évidemment, avec le changement climatique, c'est bien de partir en Europe, ça consomme moins de carbone. Alors, nous avons encore des questions. Comment permettre aux classes les plus défavorisées de bénéficier de cette expérience à l'étranger? Comment développer la possibilité pour les alternants et les personnes en contrat professionnel d'y participer plus massivement sur une durée plus longue, car c'est bien là que le bât blesse. 12% des personnes vulnérables économiquement ont bénéficié du programme. Si cela ne veut pas dire que seules les classes favorisées ont participé au programme Erasmus, le diable se cache évidemment dans les détails, puisque les séjours les plus longs, donc les plus coûteux, ne bénéficient pas aux classes populaires. Cette proposition de loi ne répond pas spécifiquement à cette question, mais elle mérite de poser la question des dispositifs de bourse, d'incitation, d'acculturation aux dispositifs pour toutes et tous les étudiants. En permettant un cadre juridique au contrat d'apprentissage et de professionnalisation, tout en simplifiant leur signature, le texte lève des freins en garantissant des droits. Mais nous regrettons qu'il n'y ait qu'un décret qui ne garantisse pas dans la loi les ambitions de l'exposé des motifs. Et donc, voilà, nous souhaitons aller évidemment plus loin, toujours pour démocratiser encore plus cette belle expérience qu'est Erasmus. Très bien. Monsieur Paul Christophe pour le groupe Horizon et apparenté. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Depuis sa création en 1997, le programme Erasmus a permis à plus de 3,5 millions de jeunes Européens d'améliorer leurs compétences linguistiques et de découvrir de nouvelles pratiques professionnelles et culturelles. Source d'une immense richesse pour notre jeunesse, les bénéfices de ce dispositif ne font plus aucun doute. Cependant, nous faisons collectivement le constat d'une inégalité d'accès à ce programme entre nos jeunes, les apprentis ne représentant qu'une part infime de ses bénéficiaires. Ainsi, ce sont quelques 180 000 apprentis qui ont réalisé une mobilité à l'étranger depuis 1995, date à laquelle le programme Erasmus leur a été ouvert. En parallèle, nous avons toujours eu à cœur de redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage, notamment, vous l'avez rappelé, via la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Disons-le, cette réforme est un véritable succès. Depuis 2018, plus de 2,5 millions de jeunes se sont ainsi engagés dans cette voie d'excellence et cette tendance ne faiblit pas. Sous des conditions sans doute trop strictes, cette loi a également étendu les possibilités d'exécution du contrat d'apprentissage à l'étranger. En effet, ces conditions d'autorisation constituent aujourd'hui des freins au développement de la mobilité internationale chez nos apprentis. C'est pourquoi je tenais à saluer le travail de notre collègue Sylvain Maillard, qui vient perfectionner ce dispositif. Par l'autorisation donnée à l'employeur de mettre à disposition l'apprenti pour une mobilité de plus de 4 semaines, c'est l'article 1, tout en maintenant sa rémunération.
par la clarification et la simplification du cadre juridique des conventions individuelles de mobilité, par l'organisation d'une convergence des niveaux de financement de la mobilité par les opérateurs de compétences et la garantie d'une couverture sociale gratuite pour tous. Ce texte permettra en effet de lever les freins juridiques qui pèsent actuellement sur la mobilité de nos apprentis. Nous voyons donc ces propositions de loi comme une excellente nouvelle pour les jeunes, tant pour leur employabilité future dans un marché du travail mondialisé que pour leur ouverture au monde. Bien évidemment, le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de cette proposition. Merci. Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi envisage de faciliter la mobilité Erasmus pour les étudiants et étudiantes en apprentissage. Elle répond à une inégalité dans l'accès à l'éducation et à la mobilité internationale pour tous les étudiants. En effet, les mobilités Erasmus des étudiants en formation professionnelle ne représentent que 22% des demandes totales. Car force est de constater que le droit du travail actuel pose de sérieux freins pour les jeunes pour pouvoir partir se former à l'étranger. Et en ce sens, cette proposition de loi est une première pierre à l'édifice pour que les mobilités Erasmus ne soient pas réservées qu'aux étudiants de l'enseignement supérieur. Toutefois, s'il s'agit ici de lever les freins juridiques à la mobilité des apprentis, cette proposition de loi ne propose rien face à la présence de nombreux autres freins. Des freins administratifs tout d'abord, car si la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert la voie à la création de référents mobilité au sein des CFA, ces référents sont encore trop peu nombreux et les informations sur les opportunités encore trop éparses. Nous appelons donc à connaître l'état des lieux de la généralisation des référents mobilité au sein des CFA et à étudier l'éventualité de la création d'un portail unique de la mobilité en apprentissage. Des freins géographiques ensuite, car il est aussi indispensable que les bénéfices de la mobilité internationale ne soient pas réservés qu'aux apprentis de l'Hexagone. Nous aurions aimé que des programmes d'échange favorisent également la mobilité des apprentis des territoires d'outre-mer au sein des pays voisins. Des freins financiers enfin, alors que l'accès aux bourses à la mobilité est encore trop restreint et insuffisant. Le groupe écologiste rappelle ainsi que tous les étudiants et étudiantes devraient pouvoir avoir l'opportunité de partir se former à l'étranger, qu'importe leur milieu d'origine, qu'importe leurs revenus et qu'importe leurs études. Ainsi, nous soutenons cette mesure, mais appelons de vive voix à aller au-delà des freins juridiques, car si les voyages forment la jeunesse, ils doivent donc aussi former les apprentis. Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Frédéric Maillot pour le groupe GDR NUPES. Bonjour, merci Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous voilà emmenés à étudier cette proposition de loi qui traite d'un sujet éminemment important, celui de la mobilité internationale pour les apprentis et alternants. Important car je crois beaucoup à la pertinence des échanges à l'étranger pour l'ensemble des étudiants et des étudiantes. Il est particulièrement regrettable que les apprentis qui sont de plus en plus nombreux, ne puissent pas bénéficier des meilleures conditions pour pleinement s'emparer de ces possibilités. Avant d'évoquer ce texte, je souhaite dire un mot sur l'apprentissage, car nous ne pouvons détacher ce texte du contexte actuel en matière d'apprentissage et d'éducation. L'apprentissage est fortement encouragé par le gouvernement avec l'objectif d'1 million d'apprentis. Aussi, nous soutenons l'apprentissage garant d'une insertion progressive et réussite sur le marché du travail. Concernant la PPL, en soi, nous partageons le constat sur le fait que la mise en veille automatique du contrat constitue un frein très important. La mise à disposition doit être le format privilégié pour la mobilité internationale des apprentis, car plus protecteur. Nous soutenons la prise en charge obligatoire par les OPCO de la protection sociale des apprentis. Les freins financiers doivent être levés. Nous proposons donc de majorer le quota d'apprentissage lorsque celui-ci se déroule à l'étranger. D'autres freins sont à lever, comme en Outre-mer. Nous souhaitons développer les échanges, notamment pour les territoires comme La Réunion, avec les pays du bassin océanique, afin d'augmenter les opportunités pour les jeunes. Nous souhaitons une meilleure mobilité en cohérence avec l'histoire et la culture géographique proche des territoires où les apprentis auront vocation à exercer. Enfin, si nous nous entendons que cela pouvait difficilement apparaître sous forme de dispositions législatives dans cette PPL, il apparaît important de valoriser l'apprentissage des langues dans notre système scolaire, bien en amont de l'apprentissage. Nous attendons donc de voir la teneur des débats et le sort réservé à nos amendements que nous souhaitons pour que nous puissions nous prononcer sur ce texte. En tout cas, notre priorité est la protection des apprentis en termes de droits sociaux et de conditions de travail, ici comme à l'étranger. Je vous remercie. Merci bien. Donc, on passe aux questions des députés. Monsieur Thibault Bazin. Merci Madame la Présidente. Cette proposition de loi est intéressante car elle vise à faciliter la mobilité des alternants, bénéfique à la fois pour eux-mêmes et pour les structures qui les accueillent. Très concrètement, en simplifiant l'accès et en sécurisant les parcours. Cela étant dit, Monsieur le rapporteur,
il nous faut clarifier le périmètre visé. En effet, vous avez évoqué la mobilité des alternants à l'étranger. Dans vos propos liminaires, vous avez parlé de la dimension internationale. Et en même temps, vous avez utilisé le terme d'Erasmus. Vous avez parlé de dimension européenne. Or, on sait bien qu'un des obstacles, c'est des droits qui s'appliquent différemment en fonction des pays. On sait que le champ et le périmètre d'Erasmus est à l'échelle de l'Union européenne. On a vu d'ailleurs les conséquences avec le Brexit et les problématiques que ça a posées pour tous nos jeunes qui rêvaient d'aller notamment au Royaume-Uni. Et donc la question qui se pose par rapport à cette proposition de loi visant à faciliter la mobilité internationale des alternants pour un Erasmus de l'apprentissage, est-ce qu'on est dans une cible européenne ? Est-ce qu'on est dans une cible internationale? Et sur chacun des 3 premiers articles que vous avez prévus, est-ce qu'il n'y a pas des obstacles sur les mobilités une fois qu'on est sorti du champ de l'Union européenne, sur le dispositif des conventions individuelles de mobilité, sur les simplifications? Est-ce qu'elles sont possibles à une échelle internationale ou est-ce qu'il faut voir les 2 niveaux? De la même manière, sur la convergence des niveaux de financement de la mobilité, est-ce que vous le ciblez à l'échelle internationale ou est-ce que vous le ciblez tout d'abord à une échelle de l'Union européenne? Merci bien. Monsieur Didier Legac. Merci Madame la Présidente. Je félicite le rapporteur et tous ceux qui ont travaillé sur cette proposition de loi, effectivement, qui est une bonne proposition de loi qui permet effectivement de faire bénéficier, d'élargir encore un peu plus l'excellent programme Erasmus des étudiants jusqu'aux apprentis et donc d'aplanir des inégalités selon le niveau d'enseignement. C'est une bonne nouvelle. Moi, j'avais une question au rapporteur. Est-ce que, parce que vous parlez assez peu du cadre européen dans la proposition de loi, or l'année dernière, en 2022, sous notamment avec la présidence française de l'Union européenne et sous sa comment dire, son dynamisme, eh bien, il y a eu des propositions. Je crois que la Commission européenne devait prévoir, elle aussi, de nouvelles mesures pour lever les obstacles à la mobilité des apprentis et construire un réseau européen d'apprentissage sur des réseaux. Donc ma question est, comment s'articule la proposition de loi française qu'on examine ce matin avec le cadre réglementaire européen? Est-ce qu'il y a une convergence entre les deux? Merci beaucoup et bravo encore. Madame Isabelle Valentin. Merci Madame la Présidente. Nous devons bien évidemment favoriser la mobilité internationale des apprentis. Des avancées ont vu le jour, notamment sur les niveaux CAP, Bac Pro, et on peut s'en féliciter. De nombreuses bourses, aides à la mobilité internationale sont proposées aux étudiants désireux d'étudier à l'étranger, mais elles diffèrent énormément en fonction des OPCO, mais aussi des régions. Et nous devons évidemment gommer ces inégalités. Comme vous le savez, actuellement, la mise à disposition de l'alternant dans le pays d'accueil est possible uniquement pour les mobilités courtes, n'excédant pas 4 semaines. L'article 1 de la PPL que nous examinons aujourd'hui vise à ce que l'ensemble des mobilités puissent s'effectuer au choix, soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat, la responsabilité de l'employeur étant alors levée, pas de versement de rémunération, pas de responsabilité en matière de santé ou de sécurité, ou dans le cadre de la mise à disposition de l'alternant, permettant ainsi le maintien de la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de son alternant et de ce dernier un maintien de rémunération. Sachez que je me réjouis de cette avancée majeure. Toutefois, il est fort probable que les entreprises ne comprennent pas quel est le réel intérêt pour elles et pour l'apprenti d'opter pour cette option de mise à disposition. En effet, de nombreuses d'entre elles m'ont récemment exprimé leur inquiétude quant aux conséquences de cette nouvelle disposition législative. Afin de les rassurer et de les convaincre des bienfaits de votre PPL, quelles garanties pouvez-vous leur apporter? Merci bien et je vais à présent passer la parole à notre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour tous vos propos. Je vais essayer d'y répondre un par un le plus clairement possible. Et si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me rappeler. D'abord, notre collègue Fanta Beaté, vous remercier pour le soutien, pour l'accompagnement pour construire cette proposition de loi. Et on a vécu un moment très fort quand nous étions à Orly pendant plusieurs heures pour aller voir ce CFA de jeunes
donc, dans la réparation automobile et à quel point ça avait profondément changé ce qu'ils étaient, alors qu'ils n'avaient passé que 2 semaines, changer ce qu'ils étaient et changer leurs enseignants dans la façon de construire comme le module de formation, et que ça avait été extrêmement moteur. Et donc, du coup, ce CFA va se saisir et veut se saisir en disant il faut que ces jeunes repartent. Mais il y a ce blocage des 4 semaines. Cette proposition de loi, elle nous permet d'y répondre, en tout cas de lever l'option, parce que les jeunes ne partent pas à l'étranger, principalement pour un problème financier. Il faut se le dire. Donc si nous levons ça avec les OPCO et avec les entreprises qui les accueillent, évidemment, nous favorisons largement le départ à l'étranger. C'est une solution très pragmatique. C'est ce que porte cette proposition de loi. Victor Catto, vous avez vous avez dit tout à l'heure sur si d'accord, vous liez un programme. Vous rappelez juste, pardon, que c'était un programme réciproque sur un Français et un étranger. C'est-à-dire que c'est un apprenti français qui part pour un autre qui vient. C'est un système d'échange, l'Erasmus. Donc là-dessus, je ne sais pas si c'était le sens de votre question, mais évidemment, il y en a autant qui viennent que d'autres qui repartent. Donc soyons très clairs dessus. Je crois que vous l'avez dit, c'est une formation extrêmement importante. Vous avez dit que ce n'était pas votre projet politique, mais au fond que c'était quand même bien. Donc j'espère que ça fera évoluer votre projet politique. Monsieur Legrave, alors oui, vous avez raison, c'est un prolongement de la loi de 2018, très clairement, on s'inscrit dedans. Nous sommes pour l'apprentissage. Cette majorité présidentielle a toujours porté l'apprentissage. C'est un étendard. Nous pensons que c'est extrêmement formateur, que c'est pour les jeunes, et vous en connaissez évidemment, une formation extrêmement forte et qui leur permet de trouver un emploi à la sortie. Et pour nous, nous pensons le favoriser. Alors moi, je suis toujours un peu surpris, parce que j'ai déjà eu ces débats avec vos prédécesseurs dans la dernière législature, sur le fait qu'au fond, l'apprentissage, vous étiez plutôt contre. On a quand même Jean-Luc Mélenchon, qui a été quand même le ministre des apprentis. Il y a 30 ans, c'est vrai, mais ministre des apprentis. Et donc, je suis toujours extrêmement surpris qu'au fond, vous avez changé d'opinion dessus. Je resterai toujours bouche bée. Oui, c'est pas vous, mais enfin, c'est l'affiliation quand même de mon mouvement. Donc, ça me trouve tout à fait étonnant. Monsieur Viry, écoutez, sur ce que vous avez dit, il y a plein de choses sur lesquelles je suis d'accord. Sauf le fait que vous hésitiez à voter cette proposition de loi. Alors ça, mais bon, c'est vrai que maintenant, je suis toujours dans l'expectative. Oui, il faut aller... Vous avez parlé du problème des langues étrangères. Extrêmement important et d'ailleurs, dans beaucoup de CFA, c'est ce qu'ils nous disent tout de suite. Nos jeunes n'ont pas forcément le niveau linguistique pour y aller. À un moment, il faut aussi qu'on crée l'envie et l'enthousiasme. Beaucoup d'entre nous sont partis à l'étranger en ayant un niveau de langue parfois très moyen, et on trouve la motivation aussi en y allant. Je crois que la motivation, elle vient en amont parce que vous allez dans le pays, et elle se construit en amont, et évidemment, elle progresse tout au long de votre temps à l'étranger. Moi, si vous avez dit plusieurs propositions, vous vouliez un peu muscler la proposition de loi. Moi, je suis tout à fait ouvert, avec bienveillance. Juste pour rappel, c'est demain, 17h, la clôture des amendements. Donc voilà, je vous souhaite, très bien, je vous souhaite un bon mercredi et un bon jeudi de travail. Et je les étudierai avec vraiment bienveillance. Et non sectarisme, évidemment. Mais je viendrai à vous tout à l'heure, monsieur Bazin. Monsieur Vigier, donc, qui est parti, donc je veux juste le remercier sur ces mots. On partage la même filiation, lui et moi, politique, auprès de Jean Arthuis. Et vraiment, je le remercie du soutien depuis tant d'années pour que l'apprentissage puisse se développer. Monsieur Delaporte, vous avez raison, il n'y a pas assez de mobilité de plus de 4 semaines. Vous avez dit les chiffres, vous avez repris les chiffres du rapport. Ce sont des chiffres qui ne sont pas satisfaisants. Alors après, pourquoi ça ne marche pas? C'est ce que cherche à résoudre cette proposition de loi, de trouver des solutions extrêmement pragmatiques pour pouvoir booster l'apprentissage, l'échange en tout cas, à l'étranger de plus de 4 semaines. Donc on lève les freins.
Vous avez parlé aussi de la prise en charge obligatoire pour les OPCO. Ce sera, je crois que c'est vous qui avez parlé de la prise en charge pour les OPCO. Oui, c'est quelque chose que nous souhaitons. Il y aura des engagements, que ce soit écrit dans la loi. C'est une charge. Donc voilà, il y aura des engagements au banc lors de la séance publique dessus. Je travaille mes dossiers, Monsieur Bazin. Monsieur Christophe, merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre soutien et sans faille. Et voilà, merci. Marie-Charlotte Garin, vous avez parlé des frais administratifs qui peuvent être une contrainte. Vous avez raison, entre autres, sur plusieurs sujets sont dans cette proposition de loi qu'on essaye de lever. Il est hors de question que les blocages, l'administration bloque le développement de l'apprentissage. C'est tout ce qu'on a porté depuis 2018. On lève certains freins dans cette proposition de loi. Vous avez parlé aussi, et c'était le cas aussi de Frédéric Maillet, pardon, Maillot, pardon, Monsieur Maillot, sur les territoires d'outre-mer. Donc, juste vous rappeler qu'on a déjà un système d'apprentissage, d'échange sur les territoires d'outre-mer avec les territoires qui bordent l'outre-mer. Donc, par exemple, pour Mayotte et La Réunion, c'est tous les territoires de l'Afrique de l'Est qui ont contractualisé, donc avec un échange réciproque. Pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour la Guyane, c'est toute l'Amérique du Nord et toute la façade est aussi de l'Amérique où on a contractualisé. Donc ça existe déjà. Est-ce que c'est au niveau de ce que nous souhaitons? Évidemment non, mais le cadre juridique existe déjà. Et je pense que justement, quand on ira au-delà de 4 semaines, ça va renforcer ces mobilités territoriales. Parce que Erasmus, évidemment, ça part d'un noyau européen, mais l'idée, c'est que nos jeunes puissent partir aussi, découvrir le monde avec, vous avez raison, une vraie focale, par contre, européenne. Mais pour les territoires ultramarins, pour que ça marche, il faut que ce soit dans des territoires pas trop éloignés de leur territoire d'origine. Monsieur Bazin, il y a 33 pays Erasmus+, donc j'ai répondu à certaines questions. Oui, l'idée, c'est qu'on puisse continuer les échanges sur une base européenne, mais être très pragmatique. Pour les territoires d'outre-mer, on ne va pas faire... ça va être difficile d'organiser une mobilité très longue, ça coûte beaucoup d'argent, et donc il est plus intéressant et probablement plus efficace de l'organiser avec des pays ou limitrophes ou voisins. Et peut-être probablement plus cohérent d'ailleurs avec la zone économique dans laquelle ils sont amenés à travailler ensuite. Vous avez parlé aussi de la protection sociale. L'idée, c'est toujours d'avoir des pays qui proposent une protection sociale équivalente, c'est pour ça que c'est plus facile avec les pays européens, équivalente à ce que l'on a en France. Nous, ce qu'on propose dans cette proposition de loi, c'est vraiment de s'assurer à chaque fois que l'apprenti qui puisse partir ait une protection au niveau de ce qu'il pourrait avoir en France. Ce n'est pas toujours la même protection, mais une protection au niveau et qu'elle soit financée par, ou complétée par les OPCO si ça devait être le cas, ou bien les entreprises. Sur l'article 3, vous m'avez posé une question, mais je n'ai plus noté, donc peut-être vous me réinterrogerez. Didier Legac, merci beaucoup pour le soutien. Oui, il y a une convergence entre ce que fait l'Union européenne et ce que nous faisons. Là, la problématique sur les 4 semaines, elle vient de chez nous. Elle vient de la France. En tout cas, nous, pour développer l'apprentissage, en tout cas le départ à l'étranger, on a une difficulté en France. Ces difficultés ne sont pas les mêmes dans les différents pays. D'ailleurs, certains sont tout à fait réciproques. Mais du coup, nous pouvons envoyer moins d'alternants à l'étranger, donc moins arrivent. Donc, à nous de lever les freins, et c'est ce que propose cette proposition de loi. Madame Valentin, oui, il faut une convergence de prise en charge entre les OPCO. Vous avez vu les différences dans le rapport, c'est juste édifiant. Donc nous, ce que nous proposons et ce dont nous avons déjà discuté avec les différentes OPCO, c'est qu'en fait, il y a une genre d'OPCO leader
qui va organiser cette alternance et ce départ à l'étranger et qui proposera un modus operandi à l'ensemble des autres OPCO. Donc il y en a qui sont beaucoup plus impactés évidemment avec les apprentis par le nombre, et donc il nous semble logique que ce soit elles qui prennent le lead et qui organisent un système probablement de forfait, en fonction des pays et probablement des formations. Nous, ce qu'elles nous ont toutes dit, c'est qu'elles étaient prêtes. Encore une fois, il faut probablement qu'il y en ait une qui soit leader pour emmener les autres. Et ce qu'elles ne souhaitent pas, c'est refaire toutes le même principe. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'organisation. Et donc elles disent, organisons-nous entre nous, du moment que vous nous mettez, vous tracez la voie et que le cadre juridique soit parfaitement stabilisé. C'est ce que nous faisons dans cette proposition de loi. Voilà, Madame la Présidente. Merci bien, monsieur. Exhaustif. Vous avez été parfait, très clair. Merci pour toutes vos réponses. Et donc, nous allons démarrer avec l'article 1er, amendement du rapporteur. On commence fort, monsieur le rapporteur. Alors, allez-y. Ça va vous plaire, Madame la Présidente, il est rédactionnel. Très bien, donc je mets au... Je suppose que ça n'appelle pas de remarque. On améliore l'écriture. Je mets aux voix donc l'amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur qui est pour. N'oubliez pas de voter quand même. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, monsieur. Rédactionnel toujours, Madame la Présidente. Donc je mets aux voix l'amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant. Pareil, Madame la Présidente. Je mets aux voix l'amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le quatrième, toujours un rédactionnel. C'est un rédactionnel. Je mets aux voix donc cet amendement rédactionnel qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Et amendement 26, monsieur le rapporteur. Alors celui-là, cet amendement apporte une réponse à une difficulté observée par les acteurs de terrain. À l'heure actuelle, certains partenaires étrangers refusent de signer la convention de mise en veille, au motif qu'ils ne se sentent pas liés par les stipulations d'un document qui n'intéresse en réalité, selon eux, que les contractants français. Cela constitue un obstacle préjudiciable au développement de la mobilité internationale des alternants. Ainsi, l'amendement ouvre la possibilité que la convention de mise en veille soit par dérogation au régime de droit commun conclu entre les seules parties françaises, c'est-à-dire l'apprenti ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, le CFA ou l'organisme de formation et l'employeur établi en France. Cette possibilité ne sera toutefois ouverte que dans le cas où l'employeur de l'État d'accueil apportera un certain nombre de garanties à l'alternant en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil notamment, équivalentes à celles qu'il aurait apportées dans le cadre de la convention de mise en veille de droit commun dont le contenu est largement standardisé. Garanties relatives à la relation du travail, de la santé, de la sécurité au travail, aux objectifs pédagogiques, à la responsabilité civile. La liste de ces garanties sera fixée par voie réglementaire. Donc, juste pour conclure, nous simplifions. Nous ne voulons pas qu'au fond, qu'une entreprise étrangère ou bien qu'un centre de formation à l'étranger qui, au fond, a déjà l'ensemble de ces garanties ne signe pas cette convention et donc bloque l'échange parce qu'au fond, il ne se sent pas lié ou n'a pas la compétence juridique d'un document français. Donc, simplification. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'il faut moins d'administratifs. Eh bien, c'est le cas. Merci bien, monsieur le rapporteur. Après cette explication, donc, je mets aux voix cet amendement 26 de monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Je mets aux voix... Rédactionnel. Rédactionnel. Je mets aux voix donc cet amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, monsieur, qui le défend pour le groupe GDR. Monsieur Monet n'est pas là. Monsieur Maillot, allez-y. Défendu? Très bien. Monsieur le rapporteur. Alors, j'hésite à faire... Je vous fais une réponse voilà. Parce que comme je vais être défavorable, je sais... OK. Donc, l'objet de l'amendement, c'est confier à l'employeur la mission de veiller à l'information de l'apprenti sur la mobilité en lien avec le référent mobilité. C'est déjà, d'ailleurs, une de vos questions. Vous souhaitez que soit inscrite dans la loi l'obligation pour l'employeur d'informer l'apprenti sur la question de la mobilité internationale et nationale. Pour l'essentiel que soit la délivrance d'une bonne information sur la mobilité, il ne me paraît pas indispensable d'en faire une obligation légale pesant sur l'employeur.
Certes, la loi prévoit que l'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le CFA ou qu'il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme. Mais il s'agit, comme dans un cas comme dans l'autre, d'obligations légales pesant sur l'apprenti. C'est une obligation légale qui pèse sur l'apprenti. Il n'est donc pas illogique que la loi implique l'employeur dans la mise en œuvre de ses actions. Toutefois, l'organisation d'une mobilité ne répond pas à la même logique, puisqu'elle ne constitue qu'une faculté pour l'apprenti. Faire obligation à l'employeur de délivrer une information sur la question ne semble donc pas pleinement justifié. Du reste, la possibilité qu'un tuteur mobilité soit désigné dans l'entreprise ne suppose pas que la loi le prévoit expressément. Je rappelle que la loi confie au CFA la mission d'encourager la mobilité internationale et nationale des apprentis en nommant un personnel dédié. C'est avant tout sur ce point qu'il convient de travailler en faisant progresser la diffusion de l'information dans les CFA et en veillant au bon déploiement des référents mobilité en leur sein, éventuellement préciser que ce point pourrait être, si vous le souhaitez, évoqué en séance. Avis défavorable. Très bien. Vous le maintenez, monsieur le député, l'amendement? Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, monsieur le rapporteur? Rédactionnel, madame la présidente. Très bien. Je mets aux voix cet amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant. Rédactionnel, toujours. Très bien. Je mets aux voix cet amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 1 ainsi modifié est adopté. Article 2, monsieur le rapporteur? Rédactionnel, madame la présidente. Très bien. Je mets aux voix cet amendement rédactionnel, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, le 25, monsieur le rapporteur? Merci, madame la présidente. L'objet de l'amendement est d'étendre la dérogation de signature de conventions individuelles aux structures auxquelles le CFA a délégué les enseignements. Cet amendement vise à étendre la dérogation introduite par l'article 2 au CFA, dont les enseignements sont dispensés par une autre structure avec lesquelles il a conventionné afin de délivrer tout ou partie des enseignements. Cette dérogation vise les établissements d'enseignement ou organismes de formation ou des entreprises qui assurent des enseignements normalement dispensés par le CFA. Cette disposition offrira une égalité de traitement entre apprentis, quelle que soit la structure auprès de laquelle ils sont inscrits, le CFA demeurant responsable de la bonne mise en œuvre de dispositifs et de la mise à disposition des pièces justificatifs en cas de contrôle. Très bien. Ça n'appelle pas de remarques. Donc je mets aux voix cet amendement de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, monsieur le rapporteur. Rédactionnel, madame. Je mets aux voix cet amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, monsieur Delaporte. Prenez le micro, monsieur le député. Je vous le donne. Merci, voilà. Je ne peux prendre ce qu'on ne me donne pas. Donc cet amendement, il vise à ce que, dans les cas où la convention qui organise la mobilité est conclue en France, elle soit notifiée à l'organisme de formation d'accueil dans ou hors de l'Union européenne. Si l'objectif de faciliter la signature d'une convention est entendable afin de ne pas restreindre les chances de mobilité, l'objet de la convention n'en est pas moins important en ce qu'il conditionnera l'accompagnement et donc la qualité de l'expérience de l'apprenti ou de l'alternant. Il est donc nécessaire de notifier la convention conclue à l'organisme d'accueil pour qu'il ait une pleine connaissance des objectifs fixés, des modalités de la mobilité et de l'accompagnement, et ainsi de sécuriser les parties prenantes, et notamment les jeunes. Donc cet amendement, il va dans le sens de l'objectif de cette proposition de loi, et donc de réaffirmer le caractère obligatoire de la conclusion de cette convention. Très bien, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Donc l'objet de l'amendement, c'est notifier la convention conclue à l'organisme de formation d'accueil. Vous souhaitez, monsieur Delaporte, par cet amendement, que la convention conclue soit nécessairement notifiée à l'organisme d'accueil. Votre amendement va à l'encontre de l'objectif dont on a parlé tout à l'heure de simplification que nous poursuivons avec cette proposition de loi. Par ailleurs, les accords de partenariat comporteront toutes les stipulations relatives aux engagements de l'organisme d'accueil vis-à-vis de l'alternant en mobilité. Il est également prévu qu'une liste nominative des alternants concernés soit annexée à cet accord. Toutes les garanties seront donc apportées pour que les alternants bénéficient d'une protection similaire
à celles qui reçoivent aujourd'hui. Donc c'est un avis défavorable. Très bien. Ça n'appelle pas de remarque de monsieur le député de Laporte, non? Très bien. Je mets aux voix donc cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, monsieur le rapporteur. Rédactionnel, Madame la Présidente. Très bien. Je mets aux voix cet amendement rédactionnel qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 2 ainsi modifié qui est pour, qui est contre. L'article 2 ainsi modifié est adopté. Article 3, je mets aux voix l'article 3 qui est pour, qui est contre. L'article 3 est adopté. Amendement portant article additionnel après article 3. Monsieur, c'est Madame Gara. Allez-y, Madame la députée. Je vous le donne. Merci. Avec cet amendement, vous propose d'étudier la possibilité de créer un portail unique de la mobilité en apprentissage par région. Donc, cette plateforme, elle inclurait une cartographie des dispositifs qui favorisent la mobilité européenne des apprentis et un recensement des bourses et des aides à la mobilité pour les apprentis. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 11? Bien, donc l'objet, c'est le rapport d'un rapport du gouvernement au Parlement dans la création d'un portail unique consacré à la mobilité des apprentis. Donc vous souhaitez par cet amendement que soit remis au Parlement un rapport sur la création d'un portail unique décliné par région et consacré à la mobilité des apprentis. Vous soulevez là un point crucial qui est celui de l'information des apprentis sur les possibilités qui leur sont proposées en termes de mobilité. Ce point a été commenté par l'IGAS dans son rapport de décembre 2022 sur la mobilité des apprentis en zone européenne, mettant en évidence une information abondante mais souvent éclatée et de ce fait peu lisible. Vous partagez ce constat en demandant que ce soit évalué l'opportunité de créer un portail d'information. Toutefois, je ne suis pas favorable à ce que l'on détermine la forme que pourrait prendre une telle plateforme si elle était créée, mais qu'on laisse une éventuelle concertation avec les acteurs concernés en dessiner les contours. Je tiens à noter dans les auditions, tous sont favorables à évidemment cette plateforme et l'organisation de la plateforme. Je crois que d'une façon plus générale sur les rapports, quand c'est une proposition, déjà des rapports, je ne suis pas forcément favorable à titre personnel, mais des rapports qui viennent d'une proposition de loi, je pense que c'est à nous de nous en saisir. C'est-à-dire que c'est aux parlementaires, au fond, de porter dans les années qui viennent un rapport, une mission sur les textes de loi que nous portons, nous, qui sont de notre initiative. Donc j'émettrai un avis défavorable. Très bien. Monsieur Delaporte? Oui, c'était pour venir en soutien de cet amendement qui a quand même le mérite de pointer quelque chose que j'ai évoqué dans mon introduction, c'est-à-dire les différences d'accès en fonction notamment du milieu social, de la capacité d'accès à l'information. Et on le sait très bien qu'aujourd'hui, ceux qui bénéficient le plus d'Erasmus sont ceux qui sont déjà les plus insérés, notamment parce qu'ils ont soit des stratégies scolaires, soit des accès à l'information et à l'orientation privilégiée. Donc là, il s'agit finalement de permettre de condenser de l'information, de la rendre plus accessible. Et c'est un signal qui serait monsieur le rapporteur, en direction d'une plus grande démocratisation de ces dispositifs. Et donc, le Parlement peut aussi se saisir, puisque nous ne pouvons pas nous-mêmes créer, de cette suggestion pour faire avancer le sujet. Très bien, Madame Garin. Oui, brièvement. A priori, tout le monde est d'accord en fait sur la nécessité de la création de cette plateforme. Donc si ce n'est pas une demande de rapport, la question c'est comment est-ce qu'on va plus loin pour qu'on s'assure qu'elle voit effectivement le jour et que ça soit un outil qui soit à disposition de tous les apprentis. Très bien, Monsieur Viry. Oui, moi également, je trouve bien cet amendement. Et monsieur le rapporteur, c'est tout le problème peut-être de la méthodologie pour légiférer dans le cadre de cette législature. Vous dites vous-même que ça correspond à un besoin. Vous dites vous-même qu'il faut y aller. Vous dites vous-même qu'il faut vous nous incitez à voter votre proposition de loi. Et là, vous dites, ah oui, mais c'est pas forcément... Mais acceptez de donner un avis favorable à un amendement d'une opposition, même si, globalement, ça ne correspond pas à votre ligne d'admettre des rapports. Je crois qu'il y a un état d'esprit à faire évoluer. Surtout que cet amendement, il est bon, il est utile à la finalité de votre proposition de loi. Donc, voilà, je voulais émettre un avis de soutien à cet amendement et surtout une observation par rapport à la méthodologie, à la rhétorique, à ce logiciel que certains d'entre vous ont encore, qui, au-delà de cette proposition de loi, va poser des problèmes dans les mois à venir. Très bien. Monsieur le rapporteur, après ces interventions pertinentes, dirons-nous? Alors, juste rappeler une chose. Oui, il faut un portail.
D'ailleurs, le rapport, à la limite, si on parle de rapport, il y a le rapport de l'IGAS de décembre 2022, et pas très vieux, qui nous le dit très clairement. Et nous, on s'est beaucoup inspiré de ce rapport. Oui, il faut un portail. Oui, l'ensemble des opérateurs en sont convaincus et veulent favoriser le développement des échanges à l'étranger. Donc, ils vont mettre en place, on va faire le suivi de ce qui se passe, mais pour être très clair, ce qu'il nous faut, c'est un portail, ce n'est pas un rapport. Donc, je continue à dire, je crois profondément que si nous souhaitons, nous en saisir, puisque c'est une proposition de loi, à ce moment-là, dans les mois, années qui viennent, faisons nous-mêmes le rapport. C'est une proposition de loi, ce n'est pas au gouvernement qu'on demande, c'est à nous de nous en saisir. Et d'un point de vue, et je le redis, d'un point de vue des professionnels, évidemment qu'ils ont besoin de mettre en place un portail, et évidemment qu'ils en sont convaincus, à nous de faire le suivi. Très bien, monsieur le rapporteur. Je vais passer la parole à madame Garin à nouveau, qui souhaite s'exprimer. Très brièvement, la proposition, ce serait éventuellement qu'on l'adopte en commission pour envoyer le signal qu'on soutient effectivement cette demande qui vient des acteurs, et puis charge au gouvernement de nous présenter finalement des prochaines étapes qui sont satisfaisantes quant à la création de ce portail, et on retirera l'amendement en séance. Monsieur le rapporteur. Écoutez, cette commission décidera ce qu'elle veut. Je vous le dis. Moi, j'ai toujours une ligne de conduite depuis 6 ans que je suis député. Je pense qu'une proposition de loi, c'est aux parlementaires de s'en saisir. C'est une proposition de loi. Donc, je n'ai jamais varié là-dessus. Donc, moi, j'émets un avis défavorable. Vous redire qu'évidemment, on suit tous le même objectif. Il nous faut un portail, il faut une information. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, c'est voilà, avis défavorable. Mais très évidemment, bien. je me dirai ce que vous décidez. Monsieur le rapporteur, il reste sur la création d'un portail et n'est pas donc volontaire pour un rapport. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour. Qui est contre? Il est rejeté. Rejeté à une voix. Il est rejeté. Très bien. Madame Garin, amendement suivant. Merci, Madame la Présidente. On revient à la question des référents CFA que j'avais évoqués en propos liminaire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tout ça, ça se cantonne aux CFA les plus volontaristes en la matière. Donc là, on vous propose à nouveau un rapport. Je sais que ce n'est pas hyper satisfaisant, mais on voudrait que, comme il y a des inégalités territoriales d'accès aux opportunités pour les apprentis, je le rappelle, le chiffre que j'avais donné en introduction, c'était 22% des demandes de mobilité Erasmus. Ici, on vous propose d'obtenir un état des lieux de la présence effective de ces référents mobilité dans les CFA, puisqu'il semblerait qu'on n'ait pas l'image figée à l'heure actuelle. Monsieur le rapporteur. Bien, votre amendement vise à ce que soit remis au Parlement un rapport du gouvernement faisant un état des lieux du déploiement des référents mobilité dans les CFA. Pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer, je ne suis pas favorable à l'adoption d'amendements relatifs à des demandes de rapport au gouvernement. Toutefois, dans le cadre d'une autre proposition de loi. Toutefois, pour vous répondre sur le fond, le déploiement des référents mobilité a déjà fait l'objet d'une évaluation de l'IGAS dans son rapport dont nous parlions en décembre 2022, qui préconise notamment, au vu du rôle crucial, de renforcer le financement d'un poste à mi-temps dans chaque centre de formation pour apprentis. Aussi, je considère votre demande déjà satisfaite. Avis défavorable. Très bien. Madame Garin, vous maintenez, puisque c'est satisfait? Maintenu. Maintenu. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable pour le coup de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. On lève la main, il faut voter. Très bien, merci. Il est rejeté. Non, mais si vous devez le voter, oui. Madame Garin, vous avez la parole. Non, mais je vous sens à moitié endormie ce matin. Bon, c'est la reprise, il faut dire. Madame Garin. Merci. Donc, si les bourses du programme Erasmus Pro, elles ont été augmentées, leur montant varie en fonction du pays de destination et peuvent s'avérer insuffisantes, en particulier pour les étudiants les plus précaires. Donc, à défaut de pouvoir demander une augmentation de la bourse Erasmus Pro ou d'un complément de ressources lorsque cela est nécessaire,
on demande la possibilité d'agir pour une harmonisation des dispositifs de soutien financier existants. Donc, par cet amendement, on demande un état des lieux des aides financières existantes et des perspectives d'harmonisation de ces aides sur une plateforme unique d'augmentation des bourses pour les mobilités d'apprentissage à l'étranger. C'est une question d'accès aux droits, aux opportunités, d'égalité, et c'est aussi une question de réduction des inégalités entre les territoires. Très bien. Monsieur le rapporteur. Donc, votre amendement vise à ce que soit remis au Parlement un rapport du gouvernement sur les bourses et aides financières destinées aux apprentis souhaitant effectuer une mobilité à l'étranger. D'abord, sur la demande d'état des lieux des bourses et des aides financières destinées aux apprentis, des études publiées offrent d'ores et déjà des éléments de réponse. Les données de l'Observatoire Erasmus+ font régulièrement le point quant à l'évolution du montant des bourses Erasmus. Pour vous donner quelques chiffres, en 2018-2019, un apprenti percevait en moyenne une bourse Erasmus de 860 € pour la totalité de son séjour à l'étranger, soit 46 € par jour. S'agissant de la demande d'harmonisation et d'augmentation des aides financières, il me semble que cette question s'inscrit dans le cadre de la discussion portant sur l'article 3 que nous venons d'avoir. C'est à nous, en tant que parlementaires, de nous assurer, notamment dans le cadre du contrôle de la bonne application des lois, que les évolutions législatives que nous souhaitons pour organiser une convergence des niveaux de financement soient bien suivies d'effet. Aussi, j'émettrai un avis défavorable. Très bien. Monsieur Delaporte. Oui, évidemment, pour soutenir cet amendement qui nous permet de mettre le doigt là où ça fait mal. C'est le gouvernement qui doit, depuis des mois, présenter une réforme des bourses et qui, malheureusement, ne met pas les moyens nécessaires pour permettre aux étudiants de vivre et de faire leurs études dans de bonnes conditions. Et on a vu, et on l'a évoqué tout à l'heure, et le rapport le dit, que le sujet de l'inégalité sociale d'accès aux bourses, il est énorme. On sait très bien, si on regarde par exemple l'enquête Génération 2013 sur les jeunes sortis du système éducatif du CEREC, que les séjours en études, les séjours longs, c'est évidemment les plus favorisés qui vont le faire. Et on l'a redit tout à l'heure, c'est 60% de jeunes qui sont issus de milieux favorisés qui vont faire des séjours longs. Donc voilà, il y a un vrai sujet et notre Parlement doit s'en saisir parce que sinon, on n'arrivera jamais à faire du séjour européen à la fois, vous l'avez dit, un outil d'ouverture professionnelle, mais d'ouverture des citoyens. On a un enjeu aussi, parce qu'on sait très bien que faire un Erasmus, c'est aussi s'intégrer dans l'idéal européen, participer à la construction du projet européen. Et on sait aussi que les catégories populaires sont plus réticentes au projet européen. C'est parce qu'il y a aussi ces sujets d'inégalité derrière. On a l'impression que ça ne profite qu'aux plus riches. Donc voilà, je pense que adopter cet amendement, c'est envoyer un beau signal. Très bien. Monsieur Viry. Oui, cet amendement, traduit une de mes expressions en discussion générale, monsieur le rapporteur. Il y a effectivement en matière de bourse actuellement une situation inégalitaire et un problème d'harmonie qui n'existe pas, ce qui provoque effectivement des ruptures dans la capacité ou pas de profiter de ces mobilités internationales. Vraiment, cet amendement, il est très pertinent parce qu'il vient combler une faille, une carence qui existe actuellement dans la façon dont on met la mobilité internationale accessible à toutes et à tous. Moi, je suis, comme à l'instar d'un autre amendement, très favorable à son adoption parce que ça nous permettra effectivement de tracer un chemin par le rapport qui serait ainsi conduit dans les temps à venir. Et ça ne fait qu'enrichir votre proposition de loi. Donc c'est la raison pour laquelle je m'étonne, je déplore l'avis réservé, même défavorable, qui est le vôtre. Très bien. Monsieur Paul Christophe. Oui, merci, Madame la Présidente. Effectivement, on considère que cet amendement d'appel, finalement, a du sens. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé récemment une première salve de mesures visant à renforcer la question des bourses, qui reste un sujet patent dans notre territoire, à partir d'une enveloppe de 500 millions d'euros, si j'ai bonne mémoire. Et je pense qu'adopter cet amendement permettrait peut-être de dérouler un peu plus loin, finalement, un panel de mesures qui sont attendues, et notamment on regarde donc le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc les membres du groupe Horizon Apparentés soutiendront cet amendement. Très bien. Madame Le Nabour. Vous n'aviez pas demandé la parole, Madame Le Nabour? Ah, j'avais vu la main levée. Madame Berreté. Bon, j'ai moi-même excusez-moi, chers collègues, s'il vous plaît. J'ai moi-même
pas mal discuté avec le rapporteur concernant ce rapport. Je tiens ici à rappeler, comme mon collègue Monsieur Christophe Paul, que nous avons mis quand même un demi-million d'euros donc, concernant donc, la jeunesse il y a quelques semaines et que la ministre s'est engagée à revenir vers nous d'ici le mois de septembre avec d'autres annonces. Concernant le rapport en lui-même, puisque là on parle véritablement d'un rapport, moi j'aime vous rappeler que c'est mon premier mandat. Aujourd'hui nous sommes en semaine d'évaluation et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on privilégie toujours les rapports plutôt que les questions pendant ces semaines d'évaluation qui pour moi sont aussi l'occasion de pouvoir finalement par rapport à des textes que nous avons votés ou un certain nombre de sujets, de pouvoir véritablement poser des questions aux différents ministres et éviter finalement d'avoir tout un tas de personnes qui vont mettre un temps important à rédiger des documents que nous n'avons même plus le temps finalement de lire. Je profite également du temps qu'il me reste pour vous dire, parce que moi je suis assez sensible à l'argument concernant justement les familles plus modestes. Je viens d'une famille modeste et je suis partie 6 mois à l'étranger il y a de nombreuses années. À l'époque, mon père savait que je devais partir. Et comme beaucoup de parents à l'heure actuelle le savent, effectivement, il a fait des économies. À cette époque-là, il m'avait donné 10 000 francs. Donc évidemment, donc pour ceux qui sont plus âgés, voilà. Donc je pense qu'en tout cas pour les étudiants que nous avions rencontrés au campus d'Orly, on a parlé de cette problématique-là. Et c'est un projet aussi familial. Et donc évidemment, l'État doit être là pour soutenir. Donc j'espère qu'on aura des mesures complémentaires au mois de septembre. Mais les familles prennent leur part parce qu'elles savent aussi qu'elles ont envie que leurs enfants puissent partir à l'étranger pour développer leur employabilité. Très bien. Monsieur Nilor. Oui, cet amendement semble obtenir des faveurs de manière transpartisane. Et c'est important de le remarquer. Moi, je dis que cet amendement est pertinent, mais il est d'autant plus dans nos territoires, dits d'outre-mer, où on sait bien que la pauvreté est plus importante qu'ailleurs. Et chez nous, plus qu'ailleurs, ceux qui ont les moyens les plus nantis, peuvent bénéficier de ces dispositifs de mobilité, mais ceux qui sont la grande majorité, qui sont relèvent de familles en difficulté, de familles défavorisées, sont de fait exclus. Donc je vais soutenir particulièrement en tant qu'élu de ces territoires dits d'outre-mer, avec beaucoup d'énergie, de force, de conviction, de motivation, cet amendement. Très bien. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Bien, écoutez, c'est un rapport. Là, on est tous d'accord sur les bourses, sur le fait qu'il faut évidemment plus accompagner nos alternants, nos apprentis. Il faut plus les accompagner et donc regarder les niveaux de bourse. D'abord, il faut une homogénéisation. Je pense que ça, c'est important. Les différents partenaires s'y sont engagés et veulent y travailler. On en a parlé tout à l'heure. Là, vous me parlez d'un rapport. Je vais redire ma position où je suis plutôt défavorable sur un rapport gouvernemental quand c'est une proposition de loi. Mais au fond, presque en stratégie, Monsieur Viry, qui me regarde avec l'œil qui frise, au fond, c'est pas un rapport, ce que vous voulez, c'est une position politique. Ben, au fond, emmenez-la, il faut mieux retirer cet amendement et le porter dans l'hémicycle. Je pense que ça me paraît plus pertinent dans ces cas-là de le porter en hémicycle plutôt que de le porter ici et d'avoir des réponses de la ministre. Voilà. Donc moi, je pense que je reste sur ma position d'un avis défavorable et je me laisse à la sagesse de votre commission. Très bien. Donc, vous le maintenez, madame Oui. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu donc un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Alors là, c'est pour. Qui est contre? Il est adopté. Il est adopté. Il est adopté. Monsieur Maillot? Oui. Oui, amendement suivant? Oui. Alors, Madame la Présidente, en tant que fervent défenseur de la préférence régionale, s'il vous plaît, je souhaiterais qu'on facilite aux alternants et aux apprentis. Je vais recommencer jusqu'à temps que j'ai le silence, si vous permettez, Madame la Présidente.
si parler vaut de l'or, si parler rapporte de l'argent, se taire vaut de l'or. En tant que fervent défenseur de la préférence régionale, je souhaiterais qu'on facilite aux alternants et aux apprentis la possibilité d'effectuer leur période d'apprentissage ou d'alternance dans une zone géographiquement proche. Effectivement, nous bénéficions, nous, d'un bassin océanique riche en diversité et en compétences vers laquelle il serait bénéfique de nous tourner, d'autant plus que nous avons des liens historiques avec ces pays. L'amendement que je vous présente aujourd'hui répond à un besoin celui de favoriser, de promotionner les échanges académiques avec les étudiants ultramarins dans leur bassin océanique. Nos territoires ultramarins connaissent une situation endémique de chômage et la seule réponse actuelle qui est faite à ce fléau qui est le chômage est une mobilité européocentrée, et ce qui est le dernier recours face au chômage et qui nous rappelle des pages sombres de notre histoire qui emmènent parfois à une mobilité stérile. Chez nous, le CNAM se vante d'être le premier employeur chez la jeunesse. Comment y pallier à cela? Grâce à cet amendement de bon sens qui propose une mobilité tournée vers des pays avec lesquels nous avons des liens culturels et historiques. Les exemples de coopération régionale montrent à quel point tisser des liens universitaires et professionnels avec des pays géographiquement proches est bénéfique et économiquement profitable. À titre d'exemple, j'en veux pour preuve, dans notre bassin, nous avons l'Inde qui forme les meilleurs informaticiens du monde, nous avons la Chine qui est la puissance économique et industrielle mondiale, l'Afrique du Sud qui dispose des meilleures universités du continent. Ainsi, il s'agirait de permettre une réussite universitaire et linguistique, grâce à nos attaches aussi bien culturelles qu'historiques. Merci, mes chers collègues, pour votre attention. Merci bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Merci. Je prends le micro. Je vous le donne, monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Vous souhaitez, par votre amendement, que soit remis au Parlement un rapport du gouvernement relatif à la mobilité des alternants au sein des territoires ultramarins dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. 6 mois. Sur le fond, le droit n'ignore pas la question de la mobilité des apprentis ultramarins. Des dispositions en ce sens ont récemment été prises. La loi 3DS, complétée par l'ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'apprentissage transfrontalier, a ouvert la possibilité pour les apprentis qui le souhaitent d'effectuer une partie de leur formation pratique ou théorique dans un territoire frontalier. En Outre-mer, l'apprentissage transfrontalier peut se développer dans l'environnement géographique direct des collectivités, et ce, même en l'absence de frontières physiques. Donc, tout à l'heure, j'en parlais. Par exemple, pour vous, à La Réunion, Mayotte, vous pouvez, avec Madagascar et avec l'ensemble de la façade est de l'Afrique, pouvoir contractualiser. Alors, évidemment, il faut des apports de réciprocité, mais c'est déjà prévu. Dans les autres territoires, Guadeloupe, Martinique, je vous l'ai dit, vous avez l'Amérique du Nord, l'ensemble des 3 pays d'Amérique du Nord, puis la façade est de l'Amérique du Sud. Donc il y a toujours, en réalité, les vraies difficultés, une fois qu'elles sont levées d'un point de vue juridique, et ça a été le cas grâce à ce décret et cette loi 3DS. La difficulté, elle va être plutôt d'ordre financier et de réciprocité. Donc ça a commencé le 22, en décembre 2022. C'est en train de se mettre en place. Moi, ce que je vous propose, encore une fois, je crois que c'est un point extrêmement important, c'est que plutôt attendons 2-3 ans pour le temps que ça se mette en place, vraiment pour qu'on puisse mesurer, parce qu'un rapport sur quelque chose qui n'est pas encore pleinement, qui est opérationnel mais qui n'est pas encore lancé, ça me semble pas très logique. Et je pense que une mission de Sud ou un rapport que nous ferions dans cette commission dans 2 ans, dans 3 ans, en général on fait 3 ans, me semble plus pertinent. C'est pour ça que j'émettrai un avis défavorable. Très bien. Monsieur Nilor. Monsieur le rapporteur, il me semble que votre réponse est un petit peu à côté par rapport à l'objectif de ce rapport. L'objectif de ce rapport, c'est de mettre en évidence les freins à la mobilité, des freins objectifs. Et si vous parlez de dispositifs qui existent, qui ont été mis en place dans le cadre de la loi 3DS, je n'en disconviens pas, personne ne peut les discuter. Mais ces dispositifs sont-ils opérants? Que fait l'État lui-même pour la promotion de ces dispositifs-là, pour la diffusion la plus large de ces dispositifs? Rien du tout. Ce qui fait qu'on a un dispositif qui reste virtuel et qui n'est pas opérationnel en réalité. Et notamment dans nos territoires, ça pose encore davantage de problèmes. Donc, qu'on demande
on demande dans ce rapport que l'État puisse faire un constat objectif de ses propres insuffisances et pouvoir y remédier concrètement dans l'intérêt de nos jeunes. Très bien, monsieur le rapporteur. Oui, monsieur Nilor, si je n'ai pas été précis, je m'en excuse, je vais repréciser ce que vous venez de dire. C'est un dispositif qui est donc de la loi 3DS avec un décret d'application au 22 décembre 2022, donc il y a pas 5 mois. Donc voilà, donc c'est en train de se mettre en place. Les années, en plus, les années scolaires sont ce qu'elles sont. Il a été mis en place. Je pense que les centres de formation pour apprentis, l'ensemble des centres de formation ultramarins s'en saisissent à l'heure actuelle et vont commencer à regarder ce qu'il est possible de faire en échange. Je vous rappelle, c'est toujours un échange. Il faut qu'un étudiant du pays vienne en échange d'un apprenti qui part. Donc ça prend toujours un peu de temps. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez une envie que ça fonctionne, et ça, nous la partageons. Ce que je vous propose, c'est plutôt pour lever les freins, comme vous dites, lever les freins, c'est plutôt qu'il y ait une mission, où chacun s'en saisisse, une mission, je ne sais pas si c'est une mission parlementaire, Madame la Présidente, pas à moi évidemment de le dire, mais plutôt s'en saisisse nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est au début, c'est le commencement de cette transfrontalier, et donc à nous de nous en saisir, de regarder, d'aller dans vos territoires, les centres de formation pour apprentis, et de regarder ce qui marche pas. Et nous ferons évoluer au fur et à mesure. Mais il ne me semble pas que ce soit à travers un rapport maintenant qu'on va trouver les solutions. Voilà. Donc c'est pour ça que j'émettrai un avis défavorable. Très bien, monsieur Nilor. Monsieur le rapporteur, la réponse n'est pas très éloignée de vous. À la limite, on peut comprendre et peut-être accéder à votre demande, mais Madame la Présidente, est-ce que vous vous engagez sur ce rapport? Donc on me renvoie la balle, monsieur le député. Pourquoi pas, effectivement, on peut faire une mission, mais je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, que j'ai beaucoup de demandes de missions et qu'effectivement, on a un calendrier. Ah oui, on me dit celle-là, elle est pertinente, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait pertinentes. Je dis bien sûr, selon bien sûr le calendrier, pas trop chargé. Actuellement, il l'est quand même pas mal. Donc je ne pourrais pas vous répondre demain, oui, favorablement. Mais pourquoi pas, sur le principe, bien sûr, monsieur Nilor, pourquoi pas. Voilà, on en rediscutera en réunion de bureau, monsieur Nilor. Sur ce, alors, que faites-vous du coup, monsieur Nilor, puisque je vous dis cela, mais... C'est-à-dire, Madame la Présidente, vous dites qu'il y a pléthore de rapports. Non, il n'y a pas pléthore de rapports. Les travaux, voilà, les demandes de mission, monsieur le... Voilà, il y a beaucoup de demandes de travaux, ce qui est tout à fait légitime et compréhensible. Et donc, du coup, je ne peux pas m'engager sur un calendrier, là, dans l'immédiateté, qu'on va pouvoir travailler... sur ce sujet-là. Juste un élément pour peut-être vous motiver encore davantage. Ah mais je suis motivée, vous savez, moi je n'ai pas besoin. Les demandes de mission concernant les 10 Outre-mer ne sont pas assez pléthoriques que ça. Et ce serait un symbole fort, puissant de la part de cette commission. Monsieur, c'est pas que je veux vous renvoyer la balle, mais il y a quand même la délégation Outre-mer. Il y a une belle délégation. Et donc là aussi, vous pouvez la saisir sur le sujet. Voilà, monsieur Nilor. Et donc, monsieur Nilor, je vois que vous... Que faites-vous avec votre amendement? Vous le retirez pour le coup? Non, on ne le retient pas, non. Vous ne le retirez pas, vous le maintenez? Bon, très bien. Alors, sur ce, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour? N'oubliez pas de voter, mes chers collègues. Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, la proposition de loi ainsi modifiée est adoptée. Et je vous remercie. Un petit mot, monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup. Et ne partez pas, s'il vous plaît. La commission n'est pas terminée. J'ai quand même un mot à vous dire. Moi aussi, d'ailleurs. Et merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie pour votre attention, pour votre travail, pour cet échange. Vous dire que ce sera donc la semaine prochaine en séance publique. Vous rappelez juste une petite... J'entendais, tout à l'heure on en parlait. Si vous avez évidemment des idées d'amélioration, on peut encore déposer des amendements jusqu'à demain 17h. Je vous le dis. Monsieur Véry. J'espère, en tout cas, ce que nous cherchons, c'est vraiment... Je crois qu'on a tous envie de développer, en tout cas, je le pense, à peu près très largement développer l'apprentissage. On sait que c'est une chance que nous donnons à nos jeunes de pouvoir partir à l'étranger.
On va développer ça, on va encore l'accélérer et je suis très heureux qu'on puisse porter ça dès la semaine prochaine en hémicycle. Merci à vous. Merci, Madame la Présidente. Parfait, merci bien, monsieur le rapporteur. Moi, je suis pleinement convaincu pour avoir enseigné 24 ans dans un CFA et avoir été professeur d'anglais. Et je peux vous dire que quand on est en immersion à l'étranger, c'est ainsi effectivement, on fait des progrès dans les langues, y compris d'ailleurs quand le pays n'est pas, j'allais dire, anglo-saxon. Même quand on va en Allemagne, moi, mes jeunes, quand ils partaient, ils parlaient anglais. Ils sont partis en République tchèque, ils parlaient anglais. Donc, c'est excellent pour nos jeunes. Et ils reviennent, je peux vous le dire, complètement métamorphosés. Très bien. Donc, on a quand même un après-midi de brainstorming quand même relativement important. Je tiens à vous dire que la journée n'est pas finie. Notre prochaine réunion aura lieu donc cet après-midi à 15h, après avoir examiné au titre de l'article 88 du règlement quelques amendements à la proposition de loi portant abrogation de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 dans les secteurs médicaux, paramédicaux et d'aide à la personne et visant à la réintégration des professionnels et étudiants suspendus. Nous aurons une table ronde avec 2 auditions sur la prise en charge de l'autisme, sujet extrêmement important. Donc je compte sur vous cet après-midi. Je vous remercie. En attendant, bonne fin de matinée.